À la suite d'une mobilisation record, nous venons à peine d'obtenir le rejet d'un amendement aussi discret qu'exorbitant inséré dans la loi de financement de la sécurité sociale. Il visait rien moins qu'interdire à terme la psychanalyse. Et voilà qu'un projet de loi a surgi concernant cette fois la psychiatrie. Non moins exorbitant, il vise à étendre par voie de financement public et encore au prétexte d'économie, le modèle des centres experts. Vous avez aimé l'amendement 159, vous allez adorer le projet de loi 385. Cette émission exceptionnelle de Studio Lacan accueille Bernard Audier et Clément Fromentin pour en débattre. Et puis, à la fin, Élise Etchamendi nous parlera dans son actualité de la psychanalyse d'une tribune récemment parue dans le quotidien Le Monde. A tout de suite. Bernard Audier, Clément Fromentin, merci à tous deux d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale et d'échanger avec nous sur ces fameux centres experts. Bernard Audier, vous êtes psychiatre, ancien chef de service de la SM13, ancien président de la Fédération française de psychiatrie et du Conseil national professionnel de psychiatrie. Merci d'être avec nous. Clément Fromentin, vous êtes également psychiatre, praticien hospitalier à la SM13, membre de l'évolution psychiatrique, merci également. Peut-être pour commencer, Clément Fromentin, vous êtes à l'origine d'un énorme forum qui alertait sur un projet de loi il y a quelques jours. Peut-être vous pourriez nous parler un petit peu de ce que sont les centres experts et les enjeux de cette proposition de loi 385. Oui, bonjour et merci beaucoup de votre invitation. Effectivement, cette proposition de loi numéro 385 vise à inscrire les centres experts soutenus par Fondamental dans le Code de santé publique. Que sont les centres experts ? Il s'agit de services créés en 2007. Il y en a aujourd'hui 54 centres sur le territoire et qui sont dédiés au diagnostic, à la réalisation d'un certain nombre d'examens complémentaires, mais ne réalisent pas de suivi. Ils ont participé à créer une cohorte de patients, environ 10 000, qui sont utiles à la recherche. Et cette proposition de loi nous a semblé problématique à la fois aux professionnels et aux usagers, dans la mesure où il n'a été fait sans concertation, et d'autre part, il repose sur des fondements scientifiques qui nous paraissent extrêmement fragiles. On y reviendra sûrement avec Bernard, mais il s'agit d'une seule étude qui est réalisée sur un court laps de temps et qui promet, après un passage en centre expert, une diminution du taux d'hospitalisation de 50%. La rhétorique qui soutient cette proposition de loi indique que le budget de la sécurité sociale serait diminué de 18 milliards d'euros, soit 2/3 du budget général de la psychiatrie publique. Il paraît évident que ce chiffre est tout à fait fantaisiste et qu'il ne repose sur absolument rien de sérieux. D'autre part, cette étude possède des biais méthodologiques. Elle a été conduite sur un trop laps de temps, sans population contrôle, et elle étend les considérations qui sont appliquées, qui ont été déduites plutôt des troubles bipolaires, à d'autres pathologies comme la schizophrénie ou l'autisme. Et cette amélioration, cette diminution de 50%
50% des hospitalisations paraît plutôt un retour à la normale après une période compliquée dans la vie des patients qui a amené à cette consultation au centre expert, plutôt qu'un véritable gain. Ce mouvement d'inscription et de développement des centres experts est soutenu également par une fondation, la Fondation fondamentale, qui inquiète beaucoup les professionnels. D'une part, parce qu'elle est soutenue pas simplement par des financements publics, mais aussi par des financements privés et par un certain nombre de groupes qui sont assez inquiétants dans la mesure où ils promeuvent une idéologie néolibérale. Et par ailleurs, ces études et ce fonctionnement fondamental a été bien analysé par au moins 2 personnes. François Gonon dans son ouvrage Neurosciences et qui est paru l'an dernier, mais aussi par un article de Stéphane Foucard dans Le Monde du 4 juin 2025 qui souligne les dysfonctionnements et les conflits d'intérêts qui nouent cette fondation. Alors avant d'en venir à ce programme que vous nous annoncez, vous avez signalé qu'il y avait des financements publics, mais cette loi, semble-t-il, demande donc une augmentation des financements publics pour parvenir à augmenter, voire à généraliser, si j'ai bien compris, ce système de centre expert à tout le territoire. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un impact sur le système existant, actuel, qu'on appelle le secteur psychiatrique ? C'est aussi une question qu'on posera à Bernard dans la suite, peut-être de nous expliquer ce que c'est que le secteur psychiatrique, mais peut-être ce point pour commencer. Oui. Effectivement, ce qui nous semble problématique, c'est que ces centres experts réalisent uniquement des évaluations diagnostiques, des recommandations thérapeutiques, mais qu'elles ne permettent pas de suivre les patients dans la durée. Et c'est bien ça tout le problème. Pourquoi faut-il passer par ces centres pour faire des diagnostics de troubles bipolaires, de schizophrénie ou de dépression résistante ? Il me semble que les psychiatres en général sont en mesure de le faire et qu'on n'a pas forcément besoin de passer par ces centres experts pour réaliser ces diagnostics. Et le fait de voir ponctuellement un patient sans le suivre, sans l'accompagner dans la durée, nous prive d'éléments essentiels pour comprendre exactement comment fonctionne sa pathologie. Alors ça, c'est donc la mission de ce qu'on appelle actuellement le secteur psychiatrique, de suivre au long cours les patients. Oui. Effectivement, l'extension des centres experts, si on reste à budget constant, c'est-à-dire à peu près 24 milliards d'euros pour le financement de la psychiatrie française, va forcément retirer des moyens et va en priver, et on va les prendre sûrement au secteur psychiatrique, évidemment. Mais des moyens financiers, mais aussi des moyens humains, puisque les internes, notamment les chefs de clinique, vont aller se former, vont aller travailler dans les centres experts, au détriment, effectivement, du secteur psychiatrique, où là, quand même, on est dans une situation extrêmement problématique, avec un manque de praticiens hospitaliers. Bernard Rodier, c'est quoi le secteur psychiatrique et pourquoi est-ce que finalement on veut le faire disparaître ou l'amputer de ses budgets ? Oui, alors secteur psychiatrique, c'est un terme qui n'est pas très éloquent pour décrire le résultat de ce qui a été la 3e révolution en psychiatrie. La première révolution, ça a été la fondation de l'aliénisme par Pinel, qui est un contemporain de la Révolution française. La 2e révolution, c'est celle qu'a accomplie Freud en mettant à jour l'inconscient et ses avatars. La 3e révolution, c'est le moment où, sur les entrefaites de la Deuxième Guerre mondiale, les psychiatres de l'époque décident de rompre avec l'asile qui avait été fatal à un certain nombre de malades. 40 000 à peu près décès. Alors oui, il y aurait eu 40 000 aliénés morts de faim pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les asiles. On est injuste en parlant seulement de ces morts de faim-là, parce que dans les maisons de retraite, ça avait été exactement la même chose, et dans les hospices, pareil.
Et puis il y avait une partie de la population non négligeable qui crevait de faim. Hein, bon. Mais bref, les psychiatres de l'époque décident de faire le contraire, c'est-à-dire au lieu de centrer leurs efforts sur des établissements qui s'étaient montrés peu protecteurs en général, de prendre en quelque sorte le mal à la racine et d'essayer de se situer au plus près de ce qu'ils appelaient à l'époque la communauté, hein, de la société civile, se mettre à la disposition de la population et de mettre en place une desserte en soins psychiatriques de la population à partir d'un système qui est caractérisé par les spécialistes de santé publique comme un système à bas seuil. Ce sont des termes pas très esthétiques, mais à bas seuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les centres médico-psychologiques, les dispensaires autrefois, sont des établissements de proximité, c'est pas loin, on peut y aller facilement. En contrepoint, par exemple, les maternités sont de plus en plus loin de la population. Les CMP cherchaient à être le plus près possible de la population. Proximité, gratuité absolue. Et même s'il y avait la Sécu déjà à l'époque, la Sécu ne concernait pas tout le monde. Donc la gratuité était très importante. Et d'autre part, un accès direct, sans condition. C'est un petit peu comme vous allez chez le dentiste sans passer par votre généraliste ou par le SAU, eh bien vous pouvez aller chez le psychiatre en frappant à la porte du CMP. C'est ce qu'on appelle un accès direct. Pourquoi tout ça ? Eh bien c'est parce que il fallait développer une sorte de prépositionnement de l'appareil de soins psychiatriques, un prépositionnement qui anticipe sur la demande de soins des malades, puisqu'à l'époque, la majorité des malades étaient soignés à la demande de leurs proches, à la demande du préfet, etc. Cette époque où les malades n'avaient en quelque sorte pas encore appris à demander des soins, cette époque est un peu révolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une part, les malades psychiatriques les plus lourds eux-mêmes, ayant bénéficié des bons soins des secteurs psychiatriques, se dirigent eux-mêmes le plus souvent vers leurs soignants, vers leurs psychiatres, etc. Mais de plus, à cette population de grands malades s'est ajoutée une demande moderne de soins psy au sens très large qui d'une certaine façon est venue un petit peu alors à la fois signer le succès des centres médico-psychologiques et de la psychiatrie de secteur, mais aussi les déborder et par moments les emboliser, ce qui conduit d'ailleurs à souhaiter que des aménagements intelligents soient faits pour que les secteurs psychiatriques puissent partager cette tâche avec d'autres. Oui, peut-être ce sera là une question également. Donc il y a une critique du secteur psychiatrique qui émerge. Pourquoi pas la solution des centres experts pour venir en renfort pourquoi serait-il préférable de faire encore autrement ? Alors Bourdieu dirait qu'il y a un enjeu symbolique, si vous voulez, derrière tout ça. L'enjeu symbolique est le suivant. Un expert, tout le monde comprend que c'est très savant et que c'est plus que, disons, la moyenne. Or, il y a une querelle, en quelque sorte, au sein du monde psychiatrique pour savoir qui est le plus connaisseur, qui est le plus expérimenté, qui est le plus adroit dans les situations psychiatriques difficiles. Et aujourd'hui, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, les malades psychiatriques les plus difficiles, ceux qui cumulent plusieurs, ce qu'on appelle comorbidités, c'est-à-dire par exemple ceux qui ont plusieurs diagnostics, qui sont à la fois schizophrènes et psychopathes, ou qui ont une addiction. Ces malades les plus difficiles, ceux qui relèvent de catégories socio-professionnelles les exposant à la précarité, ils sont pris en charge par les psychiatres de secteur et par les secteurs psychiatriques, et les centres experts ne les voient pas. Ce qui fait que les psychiatres de secteur seraient, à juste titre, disons, légitimes à considérer qu'ils sont, eux, les spécialistes et les experts des malades difficiles en psychiatrie. Alors, les centres experts se sont autoproclamés experts sur la base d'un courant qui est un courant
qui a cherché, disons, à simplifier un petit peu les problématiques en psychiatrie, les simplifier dans une démarche d'objectivation, dans une démarche aussi biologisante, avec l'idée que préciser un certain nombre d'aspects du fonctionnement du cerveau, par exemple, ça pourrait éclairer la question psychiatrique. Tout ça relève en réalité aujourd'hui, en 2025, d'un scientisme débridé. De la science-fiction. Alors, peut-être, oui, ça serait une façon d'évoquer ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de la scientificité de ces approches qui se basent sur des classifications qui sont aujourd'hui abandonnées par les États-Unis? Le DSM a été abandonné par Thomas Insel au moment de la sortie du DSM-5. Comment ça se fait qu'on l'utilise encore en France et que c'est au nom de ces études-là qu'on prétend finalement mettre en avant l'efficacité d'une pratique par rapport à une autre? Il faut peut-être dire un mot du succès du DSM. Le DSM-2 était d'inspiration psychopathologique. On y trouvait la description complète des névroses. Mais à partir du DSM-3, et cette tendance s'est accentuée avec le 4 et le 5, ce qui a augmenté, c'est le nombre de troubles psychiatriques décrits. Plus de 400 aujourd'hui. Et ce nombre est un facteur de succès. Le New York Times avait titré à l'époque que tout citoyen américain pouvait se reconnaître dans un diagnostic du DSM. Ce qui, aujourd'hui, pour des raisons anthropologiques, politiques, philosophiques assez complexes, est à même de satisfaire tout un chacun. Il y a un petit plus d'identité qui est trouvé par beaucoup dans le fait de justifier d'un diagnostic DSM. Victime d'un trouble. Pardon ? Victime d'un trouble. Ah, moi, je dirais pas victime, relevant d'un trouble plutôt. Si vous voulez. Pourquoi relevant ? C'est parce que il y a une espèce de verticalisation de la plainte qui est par le diagnostic. Enfin, il y a une dimension presque prothétique sur le plan identitaire qui est procurée par le diagnostic psychiatrique. Enfin, surtout quand les troubles sont pas très graves. Mais qui ouvre aussi à une indemnisation, une prise en charge par les assurances privées aux États-Unis. C'était effectivement un des facteurs qui a été à l'origine du DSM-3, c'était que les compagnies d'assurance privées mégotaient un certain nombre de prises en charge si elles ne s'asseyaient pas sur un diagnostic. D'où l'intérêt, y compris pour les patients, on pourrait dire, qu'il y a un nombre très élevé de diagnostics. Comme ça, on en trouvait toujours un qui justifier le remboursement de leurs soins, oui. Mais alors le DSM il avait été proposé qu'il soit abandonné au profit du RDoC, donc Research Domain Criteria. Non, pas tout à fait. Bon, d'une part. Plus scientifique, plus neuronal, n'est-ce pas ? Alors d'une part, le DSM a inspiré assez largement les classifications internationales des maladies qui sont produites par l'OMS. Et celles-là sont, disons, moins questionnées, quoique étant aussi critiquables, mais elles sont moins questionnées que le DSM. Et d'autre part, ce que vous évoquez, l'histoire du RDoC, c'était une classification à fin de recherche. Mais elle n'était pas censée avoir une utilité en termes thérapeutiques. Mais elle était vouée à se substituer à celle considérée comme non scientifique, qui était le DSM. Oui, alors la valse des classifications est probablement un phénomène qui s'interrompra pas, sauf progrès scientifique, disons imprévisible aujourd'hui. On attend toujours. Oui. Clément Fromentin. Oui, je pense qu'on a vraiment aussi changé de monde, à savoir qu'on est passé d'une approche catégorielle où on distinguait les pathologies psychiatriques en fonction d'une description de liste d'items, de signes, à une approche dimensionnelle où on s'approche effectivement d'un fonctionnement plus proche des fonctionnements neurophysiologiques. Et cette promotion effectivement des critères RDoC, c'était pour la recherche effectivement, mais ça aboutit aussi à une dissolution en fait des frontières entre les pathologies, avec l'idée qu'il y a plutôt un continuum, des spectres
et que, en fait, on doit abandonner cette distinction en pathologie qui n'est pas adéquate pour la recherche et plutôt se centrer sur des études génétiques qui montrent une congruence entre différentes pathologies, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui sont impliqués à la fois dans la schizophrénie, dans l'autisme ou dans les troubles bipolaires, et donc ça vient uniformiser du coup la pathologie psychiatrique. Mais effectivement, il y a un paradoxe, puisque aujourd'hui, les troubles bipolaires ne se recommandent pas de ces critères RDoC. Ils continuent à fonctionner à partir d'une revendication d'entités qui ont été découvertes il y a finalement très longtemps. Et donc, il y a ce double mouvement à la fois de dissolution des entités et au contraire d'affirmation de ces diagnostics qui se retrouvent aussi dans la demande sociale. On a une demande sociale aujourd'hui, politique, vous en avez brièvement parlé, d'avoir un diagnostic. C'est une dimension de l'identité aujourd'hui et il faut aussi entendre cette demande des usagers pour la placer à la bonne place et non pas se laisser emporter par elle. En tout cas, je pense qu'il faut aussi bien insister sur le fait qu'aujourd'hui, malgré ce que défendent les centres experts et la Fondation fondamentale, il n'existe aucun biomarqueur, aucune prise de sang, aucune imagerie cérébrale qui permette de faire un diagnostic psychiatrique aujourd'hui. Ça reste un diagnostic clinique fait au cours d'un échange, d'une rencontre, d'une consultation, à partir d'un interrogatoire, d'une anamnèse, et les examens complémentaires qui sont pertinents restent extrêmement limités et restent cantonnés à la recherche ou encore du phénotypage pour ajuster une prescription d'antidépresseurs, mais c'est vraiment à la marge et ça n'est pas du tout la pratique courante. Mais alors à quoi ça correspond finalement ce que les centres experts dans leur tribune dans le Figaro il y a un an affirmaient de psychiatrie de précision, de progrès scientifique, de progrès sérieux dans une tribune de plusieurs psychiatres dans Marianne il y a quelques jours, des progrès rigoureux quotidiens de la psychiatrie biologique, la neuropsychiatrie. Bernard, dans la pratique, est-ce que vous avez vu ces choses-là arriver dans la pratique psychiatrique ? Bien, ce que j'observe, et pas seulement en psychiatrie, c'est une prime sociétale à un certain optimisme. Et en médecine, cet optimisme prend la forme d'une confiance mise dans la recherche médicale, et dans une recherche médicale qui a, disons, sa concrétude, qui est peut-être moins spéculative que la recherche d'un approfondissement en psychopathologie qui est plus difficile à transmettre et qui est plus coûteux en termes d'efforts intellectuels. Donc, il y a une prime à l'optimisme sous la forme d'une confiance dans la recherche médicale qui conduit un certain nombre d'acteurs, osons le mot intéressés, à faire des promesses, à faire des promesses de résultats et de progrès. Et à vrai dire, de cela, je leur en veux qu'à moitié, parce que il faut bien gagner le crédit de nos contemporains pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et bon, disons que le crédit, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Disons que il y a du coup une pente assez forte vers un scientisme qui est qui conduit en quelque sorte à vouloir vulgariser une pseudo-science, on pourrait dire, je voudrais quand même pas oublier de dire que en psychiatrie, on a affaire de près ou de loin à la folie, que la folie c'est angoissant, que la proximité avec la folie est quelque chose d'extrêmement troublant, et que dans ce registre où la peur et l'angoisse ne sont jamais très loin, les promesses sont particulièrement bien accueillies. Je me demandais à propos de ça, finalement, qui c'est qui finance actuellement les centres experts ?
Alors, les centres experts sont financés par des mécènes, d'une part, d'autre part par des industriels, certains du médicament, d'autres, c'est souligné en général, par des sociétés évoluant dans l'industrie de la défense. Et j'ajoute que c'est pas tout à fait idiot, parce que dans l'industrie de la défense, on a été conduit à développer des systèmes de détection particulièrement performants, et en biologie, en médecine, il est évident que la question de la détection est aussi une question qui se pose. Donc on peut comprendre que des grands groupes industriels imaginent trouver des développements à leur savoir-faire dans le registre de la biologie, de l'étude du cerveau, etc. C'est ça, mais ils cherchent finalement avec le regard quelque chose que nous cherchons avec nos oreilles. Aujourd'hui, Pierre, mais qui sait si demain la nature, ça a été évoqué, la nature, disons, psychosomatique des maladies mentales donnera pas lieu à l'identification de... C'est tout le débat de la causalité dont Clément Fromentin rapportait lors du forum qu'il a organisé mercredi, que c'était un facteur de vivacité de la psychiatrie. Or là, au fond, on changerait de paradigme sans débat. C'est très curieux finalement, ce procédé non démocratique, on pourrait dire. Qu'est-ce qui se passe là ? Oui. En même temps, on l'a vu aussi avec l'organisation de ce forum, le champ psychiatrique est assez divisé. Et peut-être que c'est salutaire, et que ça a été comme ça depuis très longtemps. Il y a toujours eu des partisans de la psychogénie et des partisans de l'organogénie depuis le 19e siècle. Le problème, c'est que depuis 20 ou 30 ans, les uns et les autres ne se parlent plus. Et qu'il y a vraiment un vrai divorce, malheureusement, et il faut le regretter. Alors oui, mais finalement, ce divorce conduit à fabriquer des amendements produits par peut-être la Fondation fondamentale, c'est ça l'hypothèse, on ne sait pas très bien. Il y a un amendement plus une loi concomitamment à l'occasion de l'espèce de cavalier législatif pour des raisons de budget, et on voit revenir cette attaque une fois de plus sans aucune concertation avec une grande partie de la profession, et peut-être pas toute la profession en effet. Alors peut-être qu'il y a une partie de la profession qui complote, je ne sais pas si on peut le dire, contre l'autre partie au lieu du débat. Pierre, tu évoques une question délicate. Effectivement, tout se passe comme si en psychiatrie aujourd'hui il y avait une sorte d'élite scientifique, alors en partie autoproclamée, mais scientifique qui a quelle découverte à son en tout cas, c'est crédit. Une élite scientifique qui a le crédit, qui a un large crédit de la part des universitaires de psychiatrie. Donc une élite scientifique qui a le crédit d'elle-même, si je comprends bien. Pas seulement. Les deux champs sont pas absolument identiques, celui de la recherche et celui de la psychiatrie universitaire, mais effectivement, une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de découplage entre l'enseignement de la psychiatrie, qui est largement à la charge des universitaires, et puis l'évolution de la pratique psychiatrique, qui, elle, est à la charge des psychiatres de secteur, en gros. Et ce découplage exerce des effets cumulatifs qui vont dans le sens d'une division du champ, comme l'évoquait. Il y a ceux qui font et qui ne sont pas censés être des experts, qui ne savent pas, et ceux qui savent et qui ne font pas. Oui, on pourrait dire que c'est une bagarre de chiffonnier, d'une certaine façon. C'est gentil de le dire comme ça. Chacun contestant l'expertise de l'autre. C'est ça, sauf que c'est une bagarre avec des enjeux vitaux. Des enjeux de santé publique et des enjeux de sécurité publique, peut-être. Oui, alors ces enjeux en question sont, sont des enjeux plus importants encore que ceux qui sont directement liés au succès éventuel des centres experts
Parce que ces centres experts ne seront pas la solution à la régression actuelle du dispositif de soins psychiatriques en France, qui aurait besoin d'un renouvellement et d'un renforcement rapide. Et ces centres experts vont pas avoir, auront une efficacité seulement très marginale si jamais ils étaient retenus. Même si on les multipliait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a déjà actuellement des expériences de centres experts en France. Quelles conséquences on en a tiré? Quels enseignements? Moi, si j'en crois leur influence sur les 400 grands malades que j'avais en charge il y a encore quelques années, cet apport est marginal. Parce que en psychiatrie, on est dans un registre qui est très différent de celui de la photographie instantanée. C'est-à-dire que l'examen instantané d'un patient, fût-il approfondi, va pas apporter les éléments qui sont lentement glanés par son psychiatre au fil des années. Et pourquoi ils sont lentement glanés? Parce que le patient lui-même découvre dans une sorte de relation maïeutique avec son... Maïeutique, ça veut dire accouchement. Dans une relation maïeutique avec son psychiatre, en quelque sorte, la lumière ne va se faire sur ces troubles qu'au fil du travail conjoint du patient et son psychiatre. C'est le transfert, ça. Alors, ça c'est une simplification, mais ça peut être favorisé par un transfert positif, mais sur le plan psychiatrique, un transfert négatif est tout aussi instructif. En psychanalyse aussi. Clément Fromentin, quelle expérience vous avez, vous, des centres experts? Oui, les patients, qu'est-ce qu'ils disent? C'est effectivement une demande qui vient des patients, notamment... et des familles. Et des familles, notamment dans le domaine libéral. Et je ne dis pas que ponctuellement aussi, ça peut valoir comme un avis différent qui permet d'avoir un éclairage sur une situation complexe. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement limité. Et puis, il existait déjà des services spécialisés dans lesquels on pouvait envoyer aussi des patients avec lesquels on n'était pas particulièrement en difficulté. Et je voudrais vraiment réinsister sur cette question de tout à l'heure que vous me posiez. Quelles sont les découvertes thérapeutiques qui sont liées aux neurosciences? Il faut insister là-dessus parce que toute la chimiothérapie que nous avons, les neuroleptiques ont été découverts dans les années 50, les IRSS dans les années 80, la majorité des molécules que nous prescrivions aujourd'hui datent d'il y a longtemps et ne sont absolument pas liées à cet essor des neurosciences depuis les années 80 et 90. Mais il y a un écart persistant entre cette façon d'expliquer les maladies mentales grâce aux neurosciences, qui a rencontré un énorme succès au niveau social, politique, médiatique, avec des implications, François Gonnet en a parlé, au niveau du neuromarketing, de la neuropédagogie et de la neuropsychiatrie, et un écart entre ce qu'il a appelé la rhétorique de la promesse. On va arriver à des solutions thérapeutiques, mais celles-ci se font toujours attendre. Les majeures innovations thérapeutiques de ces dernières années, la eskétamine par exemple, ou la RTMS, ce sont plutôt des progrès liés à d'anciennes molécules qu'on réutilise aujourd'hui, ou des progrès technologiques, mais en lien liés aux études soutenues par les neurosciences. C'est sidérant, c'est-à-dire qu'on nous vendrait la proie pour l'ombre. Il faudrait lâcher la proie pour l'ombre. Oui, c'est toujours lâcher les patients pour des promesses qui, pour l'instant, n'ont jamais été remplies. Tout à fait. Mais qui permettent quand même aussi de financer des services, puisque les articles, les publications, quand même, sont aussi une façon de financer... Donc pomper le soin pour alimenter la recherche. C'est un peu ça, oui. Oui. Alors je manifeste un petit écart par rapport à ce constat, disons.
en évoquant l'extrême dureté de ce qui est vécu par moment par les personnes qui ont besoin de soins psychiatriques et leurs proches. Cette extrême dureté, elle conduit à des mobilisations ou à des absences de mobilisation, mais à des mobilisations très coûteuses sur un plan personnel et subjectif. Et il y a beaucoup de souffrance. Il faut prononcer le mot souffrance. Il y a énormément de souffrance qui accompagne ces états. Ce qui fait que il est possible que tout un chacun, un proche, puisse se retrouver un peu dans les cordes, sous l'effet de la souffrance des patients psychiatriques. Et du coup, je me permets de faire le rapprochement avec la façon dont l'humanité s'attaque aux grands problèmes écologiques. Le réchauffement climatique, si on est très courageux, si on veut y faire face, il faut changer énormément d'habitudes, il faut consentir des énormes investissements, il faut se mettre tous d'accord sur la planète. Bref, le réchauffement climatique est un défi tellement grand, tellement qu'il en est un peu paralysant, et qu'on observe qu'une partie de la population se réfugie dans l'idée que le réchauffement climatique, c'est pas leur affaire, c'est pas d'origine humaine. Et au fond, il n'y a pas à se prendre la tête et il n'y a pas à se mobiliser pour ça. Donc espérer de la science, des technologies qui viendront résoudre le problème de la folie, par c'est exemple, le même ordre. Par exemple, penser qu'il y a des solutions techniques au réchauffement climatique. Un techno... on va réussir à capter le gaz carbonique en créant des usines des trous à gaz carbonique, etc. Ou on va l'envoyer sur la Lune, le gaz carbonique, ou bon. C'est ça, la science au service des effets de la science, et on peut comparer ça avec notre discipline. Voilà, c'est la ça. Science produit un chaos, et que finalement, ce n'est pas la science qui peut le résoudre. Et donc, il y a un sociologue américain qui a proposé la notion de populisme scientifique pour décrire la façon dont, en quelque sorte, l'opinion publique pouvait être tentée d'adopter une sorte de fuite devant la complexité, devant la difficulté. C'est Brown. Oui, alors c'est ça, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle, Brown. Sociologue américain qui a proposé cette notion de populisme scientifique. Et je trouve qu'en psychiatrie, on observe ça. Par exemple, dans le champ de l'autisme, on observe une tendance, disons, à la simplification des problèmes qui sont inhérents à l'autisme, qui une tendance qui embarque des associations de famille, qui embarque des professionnels. Ne nous laissons pas embarquer et luttons contre ce techno-solutionnisme simpliste qui est un populisme. Bien, merci beaucoup à vous deux pour ces explications extrêmement convaincantes. Je passe maintenant la parole à Élise Etchamendi pour sa réponse. À l'heure des attaques contre la clinique psychiatrique et la psychanalyse, des voix qui y sont opposées s'élèvent, sous forme de débats donc, sous forme de forums ou encore de tribunes. C'est à une telle tribune parue dans Le Monde il y a 2 jours, le 4 décembre, que nous souhaiterions ici répondre. Nos collègues Clotilde Leguil, Roland Gori et Cynthia Fleury, psychanalystes et philosophes, y dressent un constat amer et pessimiste. Le monde serait en proie à une nouvelle toxicité, à un déchaînement pulsionnel, à la violence bureaucratique, je cite. Ce faisant, c'est surtout le grand autre qu'il visait. Or, le sel d'une expérience analytique
est précisément de nous montrer que ce point de haine et de violence n'est nullement chez l'autre, il est en soi. Prenant appui sur le suicide d'un adolescent soigné par ChatGPT et le trauma du Bataclan, il propose de restaurer un rapport possible à la parole et à l'autre. Quelle ironie, quand on sait que c'est précisément le poids de cet autre qui peut conduire au pire. Bien plus tôt, il nous semble que la psychanalyse invite à se faire responsable de soi, de son point d'horreur. Une jouissance de l'un terrible, mortifère, haineuse, dont il s'agit de tirer enseignement et qu'il lui faudra, au sujet seul, prendre à bras le corps. Faire le pari d'une clinique de la dignité et de l'empathie nous semble bien timide, à l'heure où les attaques contre la psychanalyse se font des plus virulentes. Pire, consentir à en faire une pratique psychothérapeutique de la parole et du lien à l'autre ne précipite-t-il pas à son assassinat ? Ne pas céder sur son désir pour la psychanalyse, c'est soutenir ce point d'insupportable, le réel irréductible dont elle s'oriente et qui n'est pas toujours beau à voir. Plutôt que de chercher à rentrer dans la norme des discours contemporains bien pensants de l'époque, attachés au care et à la bienveillance, il nous faudra rappeler le tranchant et le caractère incisif de la psychanalyse. Non, la meilleure défense, ce n'est pas de rejoindre les rangs, c'est l'attaque. Il ne s'agit aujourd'hui pas de promouvoir l'humanisme de la psychanalyse, sa fonction sociale, son bon usage pour la cité et le lien à l'autre. La psychanalyse ne produit pas la gentillesse. Elle produit le désir et son intransigeance. Carole de Vambrechy-Lassagnat pouvait ainsi dire qu'elle était à l'origine des sujets les plus subversifs de leur époque. À l'horizon d'un XXIe siècle, en proie aux plus grandes tensions, ne soyons pas doux comme des agneaux, prêts et disposés à se faire croquer par le grand méchant loup. Ne soyons pas mus par notre propre pulsion de mort. Parce qu'il ne sera jamais l'heure de chercher à survivre encore un peu, comme nous y invite la dernière phrase de ces auteurs. Nous ne survivons pas, et ce n'est pas encore un peu. Nous vivons, et c'est définitif. Pas de pointe triste là, ne nous laissons pas aller à quelque lâcheté morale. La joie du désir et son mordant, son fer de lance, son attaque de chaque jour renouvelée contre celui qui s'y oppose. La tribune nous fait plutôt l'effet d'un cédé sur son désir. L'outil qu'est la parole se voit dilué jusqu'à devenir un blablabla. Parole, 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 chantez ce duo italien. L'emprise permet surtout de voiler qu'est pris celui qui croyait prendre, tandis que la dignité semble ici être un autre nom de l'inhibition. Définitivement, la recherche d'un consensus aux accents woke ne signera pas le début de la lutte. Merci beaucoup. Merci Élise. Ne demande que faire que celui qui cède sur son désir, disait Lacan. Donc, eh bien, nous ne cédons rien et nous continuons. Et à la prochaine.